En perspective, j'ai parlé 5 petites minutes de l'émergence des symptômes. On sait que les symptômes, on sait aujourd'hui, et puis depuis longtemps d'ailleurs, que les symptômes apparaissent bien avant l'hospitalisation. J'ai repris honteusement d'ailleurs une diapositive de Dr Nicole pour faire ça. Les premiers signes apparaissent vers 4-5 ans avant la pathologie, avec une humeur dépressive, tentative de suicide, etc. Viendraient ensuite des symptômes négatifs, avec sentiments altérés, motivation diminuée, énergie diminuée. Puis enfin, de 2 ans à l'hospitalisation, les premiers symptômes positifs avec délire, fausses croyances, etc. Alors ceci, ça nous amène aussi à réfléchir à une perspective développementale concernant les troubles cognitifs. Effectivement, la littérature scientifique, depuis quelques années, elle démontre de plus en plus l'existence de troubles cognitifs, bien sûr, chez les patients qui souffrent de schizophrénie chronique, mais également dans le premier épisode psychotique et également dès les phases de prodrome. Par exemple, dans cette étude récente de Jachan, il nous montre que, cette barre-là, c'est les contrôles, cette barre-là, c'est les patients en phase prodrome, et cette barre-là, c'est les patients premier épisode psychotique. Donc dans cette étude, il montre bien que les patients premier épisode psychotique, ils ont des scores qui sont bien moins importants sur un index cognitif que ceux des sujets sains. Et les patients en phase de prodrome, ils s'intercalent ici entre les deux groupes. Dans cette deuxième étude, qui est récente également, la phase pré, donc c'est la phase de prodrome, cette étude, elle montre que c'est le QI ici qui est évalué, et il montre que le QI, il est inférieur de 0,54 déviation standard par rapport à la norme chez les patients en phase prémorbide et prodromique, alors que pendant le premier épisode, il y a une dégradation qui est augmentée par rapport à la phase de prodrome, mais qui semble ne pas se différencier de ce qu'on observe chez les patients chroniques. Ce qui semblerait démontrer qu'il existe une dégradation cognitive qui part du prodrome, voire même avant, jusqu'au premier épisode, et qui se stabiliserait du premier épisode vers la maladie chronique. Donc ça nous amène à nous interroger sur comment on doit lutter contre cette dégradation cognitive. La médication, juste à preuve du contraire, je n'ai pas lu en tout cas qu'il y avait des éléments probants qui montrent que la médication neuroleptique ou autre, elles permettent de lutter contre cette dégradation cognitive. Donc, dans ce cadre-là, je pense que les méthodes de remédiation cognitive, elles se présentent comme des méthodes de choix et une alternative crédible à la médication. La question est de savoir si il faut attendre le diagnostic de schizophrénie pour proposer cette remédiation cognitive. Et effectivement, on sait que les troubles cognitifs chez ces patients, ils représentent un facteur pronostic important, si ce n'est le facteur pronostic le plus important. Donc ce qui nous amène à suggérer qu'il faudrait dépister le plus tôt possible les troubles cognitifs chez les patients en phase prodromique dans nos cohortes, voire même de dépister ceci chez les personnes à haut risque. Notamment, on sait que chez les apparentés de patients souffrant de schizophrénie, eh bien, il existe un risque de 10 à 15 fois plus important de développer la maladie ultérieurement. Les études, elles montrent quasiment dans leur ensemble que ces personnes qui sont apparentées à des patients souffrant de la maladie présentent des troubles cognitifs qui sont relativement similaires à ceux de ces patients. Donc une prise en charge est peut-être aussi envisagée chez ces personnes si bien sûr elles présentent les troubles cognitifs. Et une dernière question à se poser, je pense, ici, c'est quelle sévérité du diagnostic, du déficit on doit viser. Traditionnellement, c'est comme ça que ça s'est fait pendant longtemps en tout cas, on se basait pour considérer qu'un patient présentait un déficit cognitif, on se basait soit sur des tests qui possédaient des normes avec des scores pathologiques, ou bien sur l'entente collective qu'une déviation
un écart de 2 déviations standards par rapport à une norme constituait donc un déficit cognitif. Or, on sait que les troubles cognitifs sont présents dès la phase prodromique, mais qu'ils ne sont pas à 2 écarts types par rapport à la norme. Selon les études, on passe de 0,5 à 1,7 déviation standard, donc par rapport à la norme. Ce qui veut dire qu'ils sont inférieurs à ce qu'on considère habituellement comme un score pathologique. Ils affectent aussi bien la mémoire verbale, la vitesse de traitement, la coordination motrice, bref, beaucoup de fonctions cognitives dès la phase prodromique. Et on sait surtout que ces performances, elles se dégradent avec le temps. Donc ça démontre, à mon avis, tout l'intérêt de l'utilisation des techniques de remédiation cognitive le plus tôt possible pour essayer de prendre en charge au plus tôt ces troubles cognitifs qui, comme la littérature le montre, semblent se dégrader avec le temps et donc essayer d'endiguer cette dégradation cognitive et d'endiguer bien sûr toutes les conséquences fonctionnelles des perturbations cognitives de ces patients. Alors j'en arrive à la conclusion. Donc, remédier la cognition chez les patients souffrant de schizophrénie, c'est utile, c'est efficace sur la cognition. Hélas, je n'ai pas pu vous le montrer dans nos résultats à nous, mais en tout cas, les méta-analyses récentes le démontrent bien. C'est efficace également sur les symptômes cliniques, comme nous avons pu le montrer. Ça permet une amélioration subjective de certaines capacités cognitives, notamment, nous, on l'a pu le montrer sur les capacités d'attribution d'états mentaux. Et améliorer le fonctionnement subjectif des patients, ça aussi, c'est important. Comme le montre une excellente revue récente de Marie-Noëlle Levaux, il existe de nombreux programmes de remédiation cognitive qui sont disponibles en langue française, des programmes que je dirais clés en main, donc qui sont déjà fournis sous une forme de package et pour lesquels vous n'avez rien à faire. Par exemple, le programme RECOS, le programme IPT, le programme REACOM, etc. Et puis des programmes plus à la carte, comme celui que nous avons élaboré ici. Donc il est possible de monter son propre programme tout seul. Après, problème de validité, de standardisation, etc. Mais il est possible de tout créer. Un autre point est que le format de groupe, il plaît. Il plaisait à nos patients. Ils nous l'ont dit. Nous-mêmes, en tant que thérapeutes, quand on l'a fait passer, on a pris du plaisir à le faire passer. C'est important. Ça plaît et en plus... Un aspect non négligeable, je pense, c'est que le fait que ça permet une diminution des coûts de prise en charge, de rassembler des patients dans des groupes. Et donc, dans des temps où l'argent est compté pour les prises en charge, c'est une alternative intéressante à la remédiation individuelle. À l'avenir, il me paraît utile de tenter de bloquer la dégradation cognitive précédant l'éclosion du premier épisode. Et ça, la remédiation cognitive semble le permettre. Et enfin, tenir compte de cette dégradation dans notre estimation de la sévérité des troubles cognitifs, puisqu'on pourrait être tenté de considérer que des troubles inférieurs à 2 écarts types par rapport à la norme, c'est pas pathologique. Or si, on sait que ça se dégrade, et donc qu'il faut le prendre en charge le plus tôt possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec nous pour ces études. Et puis, j'attends vos questions, si vous en avez.